Bonjour à toutes et tous. Alors, je me présente, je suis Mathieu Châtelain, le président de la commission territoire et citoyenneté du CNCPH. Et aujourd'hui, donc, je suis accompagnée pour animer cette table ronde d'Anne-Claude Levoyer, l'une des assesseurs de la commission, ainsi que de Franck Guichet, qui est le sociologue qui nous a accompagnés pour la réussite de ces ateliers, parce qu'on peut le dire, c'était une réussite. Alors, quel était le but de ces ateliers? Tout simplement de faire le lancement de notre coopération donc, en tant que Conseil national consultatif des personnes handicapées avec les CDCA. Alors, désolé pour les acronymes, donc on va traduire. CDCA, ça veut dire Conseil départemental pour la citoyenneté et l'autonomie. Et en fait, c'est quelque chose que on a eu à cœur de mettre en place au sein du CNCPH parce que tout simplement, la France, elle s'exprime à travers son territoire et on doit pouvoir aider toutes les personnes concernées par le handicap, qu'elles soient handicapées elles-mêmes ou bien les familles, les proches, peu importe où les personnes sont situées sur les territoires. Et bien souvent, les initiatives et les bonnes idées nous viennent des territoires, même si bien sûr, il y en a également à Paris. Alors, lors de cette table ronde, nous serons accompagnés par 3 CDCA pour vous faire la restitution de ces ateliers qui ont lieu sur le thème de l'isolement et l'entraide. Et je salue Cécile Michel du département de la Moselle, Estelle Oudou qui est bien accompagnée à la BNF donc du département de Loire-Atlantique, sans oublier la métropole de Nantes et enfin Michel Giraudon du département du Gard. Et je laisse la parole à Anne-Claude parce que j'ai déjà dû exploser tous les temps impartis. Merci Mathieu. Non, non, tout va bien au niveau timing, pas de souci. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, moi je suis assesseure à la commission territoire et citoyenneté du CNCPH et je voulais vous expliquer un petit peu comment ces ateliers se sont déroulés concrètement en fait. Donc ces ateliers avec une participation active, comme Mathieu vient de vous le dire, de représentants du CDCA de la Moselle, du Gard et de Loire-Atlantique, se sont déroulés respectivement le 7, le 8 et le 11 juin dernier. Donc ce que je tiens à dire déjà, c'est que nous avons vraiment compté sur la mobilisation active des représentants des 3 CDCA pour trouver les participants à ces ateliers, pour avoir une représentativité intéressante dans des délais très serrés. Les CDCA ont été sollicités dans le courant du mois de mai. Donc c'est vrai que c'était compliqué pour eux. Il y a vraiment eu une forte mobilisation, beaucoup de bonne volonté pour trouver des profils variés, puisque l'idée, comme leur nom l'indique, c'est d'avoir des ateliers citoyens, donc qui représentent la citoyenneté dans tous ses aspects, avec les différentes composantes autour de la problématique du handicap. Donc nous avons vraiment été très attentifs, et les CDCA avec nous, à avoir autour de ces tables virtuelles, puisque c'était des ateliers en visio, on ne l'a pas précisé. Donc autour de ces tables virtuelles, des personnes en situation de handicap, bien entendu, mais aussi des aidants, des professionnels de l'accompagnement, des représentants institutionnels, des professionnels également de terrain, associatifs, des chefs d'entreprise, des étudiants, des enseignants-chercheurs, voilà, différents types de profils, certains étant d'ailleurs membres des CDCA concernés, mais pas que. Donc nous avons vraiment eu une dynamique d'acteurs très, très diversifiés dans leurs profils qui ont permis d'avoir une richesse dans les échanges et vraiment des interventions très, très intéressantes et très complémentaires les unes des autres. Donc en termes d'organisation, nous avons en fait constitué au sein de chacun de ces 3 ateliers des sous-groupes, donc selon les cas 2 ou 3 sous-groupes, puisqu'il y avait en moyenne une 50aine de personnes dans les ateliers. Donc des sous-groupes rassemblant 10 à 15 personnes que nous avons fait réfléchir, donc alternativement avec 3 séquences dédiées
autour de 3 questions. Donc ces 3 questions, c'était déjà dans un premier temps de réfléchir ensemble sur les impacts que la crise sanitaire a pu avoir sur les problématiques d'isolement des personnes en situation de handicap et de leurs aidants. Dans un deuxième temps, nous avons réfléchi autour des formes d'entraide pour lutter contre l'isolement qui ont pu s'exprimer, se mettre en place à l'occasion de la crise ou plus globalement. Et puis l'impact également de la paire-aidance pour essayer de lutter contre ces situations d'isolement et comment développer cette paire-aidance dans ce contexte. Et puis, il y a eu une troisième séquence, donc un troisième moment d'échange entre les participants de ces ateliers autour des usages des outils numériques dans ce cadre. Donc, en matière de lutte contre l'isolement, de développement de l'entraide, comment les outils numériques peuvent être un levier. Voilà un petit peu sur les conditions opérationnelles de déroulement de ces ateliers, qui effectivement, Mathieu l'a dit, se sont déroulés, je pense, à la satisfaction générale. Donc maintenant, je passe la parole à Franck Guichet, qui va nous expliquer un petit peu les principaux enseignements, finalement, les points forts exprimés par les participants de ces ateliers. Merci Anne-Claude et merci Mathieu. Ça a été un plaisir de travailler avec vous pour organiser ces ateliers citoyens. Donc, j'ai eu le plaisir de les animer. Donc, je suis Franck Guichet, je suis sociologue au sein du bureau d'études émicité. Et puis, j'interviens régulièrement pour essayer d'animer des intelligences collectives autour de questions en lien avec l'accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap. Alors, on a réfléchi dans le cadre de ces ateliers citoyens à une première question portant sur qu'est-ce que la crise sanitaire avait mis en évidence sur les situations d'isolement. Et il apparaît en premier lieu que les personnes se retrouvent isolées d'autant plus quand elles ne peuvent pas recourir à un professionnel qui va venir les aider chez elles. Donc une des premières propositions, c'était d'abord de pouvoir mobiliser des services à domicile qui soient en capacité d'intervenir et de prendre en compte la spécificité des personnes, qui soient de qualité dans les prestations qu'ils délivrent, qui maillent le territoire partout là où on habite, et puis surtout de développer l'attractivité des métiers, puisqu'aujourd'hui il y a énormément de difficultés dans ces services à recruter des intervenants. Ça, c'était une première proposition qui était très forte. Deuxièmement, les personnes handicapées se sont retrouvées d'autant plus isolées que leurs propres aidants, les proches aidants qui les accompagnent, pouvaient eux-mêmes souffrir d'isolement. Et donc, la proposition qui se dégage, c'est que sur les territoires puisse se constituer comme un service public qui coordonnerait l'ensemble des différentes formes d'aide, de soutien et d'aide aux aidants, d'accompagnement des aidants, que ce soit pour de l'information, pour de la formation, pour des groupes de parole, du soutien psychologique ou encore pour des solutions de répit ou de relayage comme il s'en développe aujourd'hui de plus en plus. Et enfin, quand on est chez soi, pour ne pas se retrouver complètement isolé, encore faut-il pouvoir sortir, avoir des activités à l'extérieur. Et c'est pourquoi une des propositions consistait à développer toute l'offre d'activités sportives, culturelles, artistiques en milieu ordinaire pour que les personnes en situation de handicap puissent participer à des activités en dehors de chez elles. Voilà les premières propositions qui se dégageaient autour des constats et des propositions sur la lutte contre l'isolement. Alors ensuite, on s'est interrogé sur quelles étaient les formes d'entraide qu'on pouvait développer, qui avaient émergé pendant la crise sanitaire et qu'on pourrait développer par la suite. Là, les participants des 3 ateliers citoyens, et de manière d'ailleurs très convergente au sein des 3 territoires qui ont participé, nous ont parlé de l'habitat partagé, des tiers-lieux, puisque c'est d'abord au niveau de la proximité, au niveau local, que les formes d'entraide se développent, que ce soit avec les voisins, avec les habitants, avec les commerces de proximité, avec toutes les associations de quartier qui peuvent y avoir autour d'un lieu d'habitation. Et donc l'habitat partagé s'y prête particulièrement bien pour solliciter toutes ces formes d'entraide. Ensuite, on a parlé évidemment de la paire-aidance. Et pourquoi ne pas en faire une mission transversale à l'ensemble des établissements médico-sociaux et des services à domicile, de développer les formes de paire-aidance, comme certaines formes ont eu l'occasion d'émerger pendant la crise sanitaire, pour apporter des colis alimentaires, pour livrer des équipements de protection individuelle. Il y a eu beaucoup d'exemples qui ont été donnés lors des ateliers citoyens. Et enfin, on a parlé de comment structurer la participation des bénévoles. Alors, un dispositif comme Mona Lisa aujourd'hui, qui est assez reconnu et bien implanté sur les territoires, ne concerne encore que les personnes âgées, alors que ce type de dispositif pourrait intervenir de façon transversale sur toutes les personnes qui sont aidées à domicile. Dans un dernier temps, on s'est interrogé sur les usages des outils numériques. Et de façon très unanime, l'ensemble des participants des ateliers citoyens nous ont mis en garde. Attention, un certain nombre de personnes en situation de handicap n'utilisent pas encore les outils numériques parce qu'ils ne savent pas les utiliser.
Et quelque part, la première proposition qui se dégage, c'est de lutter contre l'électronisme, de mobiliser l'ensemble des acteurs dans le champ du handicap dans cette lutte contre l'électronisme. Il existe de plus en plus de ressources aujourd'hui pour apprendre à utiliser les outils numériques. Des compétences en matière de médiation numérique sont en train de se développer. Elles pourraient d'ailleurs s'inscrire dans tout un tas de métiers qui sont déjà présents dans l'accompagnement des personnes. Donc il y a vraiment cette lutte contre l'électronisme qui est appelée de ses voeux par l'ensemble des participants aux ateliers. Ensuite, l'amélioration de l'accessibilité au numérique. Il y a encore beaucoup de sites internet et d'outils de services numériques qui ne restent pas accessibles. Enfin, une proposition importante, c'était aussi de développer tout ce qui était lié à la téléconsultation. Il est apparu comme effet intéressant de la crise sanitaire que les téléconsultations en médecine permettaient d'améliorer la santé de personnes qui habitaient dans des zones blanches ou des zones qui étaient très peu couvertes, en tension sur les professions de santé. Et donc là, on pouvait véritablement s'en servir comme un levier pour améliorer la santé des personnes en situation de handicap. Et puis, bien entendu, de continuer la dématérialisation des services publics, le fait de pouvoir faire des démarches en ligne, de trouver des informations. Alors là, je vous cite les premières propositions, mais je crois qu'un document a été élaboré et sera transmis pour présenter l'ensemble des propositions qui ont été exprimées lors de ces ateliers. Et je crois qu'on va avoir quelques illustrations d'actions particulièrement remarquables. La toute première avec Michel Giraudon, qui est donc un représentant du CDCA du Gard. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour Monsieur Guichet, merci de nous donner la parole. D'abord, je voudrais bien sûr remercier le CNCPH d'avoir donné la parole et l'écoute des territoires. Avec modestie et pragmatisme, je voudrais donner pour chacun des deux thèmes qui étaient l'isolement et l'entraide, deux exemples. Et pour l'entraide, nous aurons en plus un témoignage en présentiel. Nous le verrons tout à l'heure. Alors sur l'isolement, la première mandature du CDCA du Gard a porté essentiellement sur les aidants. On sait que les aidants aujourd'hui ont un déni d'être aidants, qui ne se reconnaissent pas comme aidants, qui s'isolent et qui vont jusqu'à l'épuisement. Notre démarche était prospective pour aller vers eux et on a d'emblée eu l'idée d'essayer de développer, au début j'en ai un flyer, puis finalement ça s'est terminé sur un dépliant pour pouvoir mettre suffisamment d'informations dessus, qui s'est appelé « Aimer, aider ». Il y a juste une lettre de différence entre ces deux verbes. Ce dépliant sera mis à disposition des lieux publics, des mairies, des cabinets des professionnels de santé. On a rencontré l'ordre des médecins pour nous dire qu'ils étaient assez sensibles à ce genre de démarche. Alors bien sûr, on l'a conçu pas tout seul parce qu'on ne sait pas faire, mais on l'a conçu avec l'aide d'un cabinet de design social dont l'intérêt était de cibler l'identité des aidants et qui s'est construit dans une espèce de marche en avant. Je ne sais pas si vous voyez, je vous montre simplement, c'est un peu difficile, voilà, comment il se présente, et il se déplie bien sûr, avec au départ le ressenti hiérarchisé des aidants suite aux interrogatoires qui avaient eu lieu, allant depuis l'épuisement complet jusqu'à l'aide occasionnelle. Et ensuite, après, on avance dans le dépliant sur la reconnaissance du proche aidant, presque vers un statut. De là, des actions possibles, on lui propose de rentrer dans des associations d'aidants, d'avoir une formation en tant qu'aidant, parce que si on doit former les professionnels, il paraît aussi intéressant de former les aidants, de l'aider à demander des prestations PCH APA s'il ne l'a pas fait, de lui proposer, quand on le peut, des solutions de répit, et puis aussi de lui donner un lien pour, après avoir lu le dépliant, pouvoir contacter les diverses personnes ou les divers instituts qui peuvent leur rendre service. Voilà, ce dépliant, il vient de sortir, on va le mettre en route. Bien sûr, il peut être disposé sur toute la France parce qu'il ne contient rien de spécifique au département du Gard, il est spécifique de l'aidant. Le deuxième exemple, qui est un peu plus ludique, mais qui peut être reproduit là aussi partout dans toutes les villes où il y a des fêtes qui sont un peu traditionnelles. Bon, à Nîmes, tout le monde connaît la feria. Et nous avions eu l'idée en 2020 d'une bodega des aidants qui n'a pas pu avoir lieu faute de la pandémie, mais que nous avons pu réaliser cette année suite à la feria des vendanges. Et au finalement, ce qui est intéressant, c'est que du coup, l'aidant qui vient se reconnaît comme aidant. Et aussi, c'est un lieu de partage, de convivialité, et où on a pu amener là aussi de l'information. Voilà pour les deux petits exemples que je peux vous donner sur l'isolement. Dans ce qui concerne l'entraide, deux exemples là aussi. Le premier, il est en lien avec l'habitat inclusif, dont on sait qu'un des fondements est un lieu d'activité partagée. D'ailleurs, il y a une prestation qui va être mise en place actuellement pour répondre à ce besoin. Et il se trouve que chez nous, à Nîmes, comme dans d'autres villes probablement, il existe un lieu qui s'appelle la Maison Quétanou,
dont l'objectif est de favoriser le maintien à domicile. C'est un espace d'accueil et de loisirs qui peut donc un répit aussi pour les aidants et de partage avec la mixité des publics, des rencontres, des activités ludiques comme une ludothèque, mais aussi des activités créatives, du yoga, du théâtre, de la céramique, de la poterie. Rattaché à cette maison, il y a un SAVS loisirs qui permet aussi de faire des voyages ou de se faire de petits séjours, soit la journée, soit sur des périodes un peu plus longues. Et rattaché à cette maison qui est à nous, il y a aussi une activité culturelle musicale. Et c'est là qui rentre un peu dans le cadre du deuxième exemple de Père et danse particulière, qui est lié finalement à la musique. En effet, ce groupe musical qui s'appelle les Indifférents est constitué de personnes déficientes intellectuelles. Et leur devise est magnifique puisque c'est vaincre l'indifférence en acceptant la différence. Alors il se trouve que, pourquoi Père et danse? Parce que souvent, la naissance d'un enfant handicapé, lourdement handicapé, est quand même un drame pour la famille et les familles ont tendance à s'isoler, à se replier sur elles-mêmes en se désociabilisant. Et bien là, ce qui est fantastique, c'est qu'ils ont des concerts partout dans le département, dans les EHPAD, dans des associations, même dans des festivals où ils ont été reconnus. Et les familles les suivent et pour elles, c'est un réconfort, une joie de voir leurs enfants ou leurs proches sur la scène avoir du succès. Mais la musique n'est pas la seule façon de faire de la pérédance en termes de loisirs. Il y a aussi le sport. Et c'est par ce biais-là que je vais introduire l'intervention en présentiel de Kevin Lapeyre, qui, dans le cadre du DAIS, c'est-à-dire dispositif d'appui à l'inclusion sportive, c'est un dispositif qui est porté par un collectif à l'initiative du comité sport adapté du Gard, va vous témoigner, et je suis sûrement bien meilleur que ce que je pourrais le faire, de l'intérêt d'avoir une pérédance dans le cadre sportif. Et si vous le permettez, Monsieur Guichet, je lui donne volontiers la parole maintenant. Bon, bonjour à tous et à tous. Moi, donc, comme il a dit, Kevin Lapeyre, qui est 25 ans, qui était en service civique au DAIS de janvier à juillet. Et tout ça, c'est grâce vraiment à une rencontre, après une rencontre d'un garçon, d'une famille vraiment en panique, qui était vraiment savait pas comment, que le garçon voulait se libérer et tout, et bien que je l'ai amené à l'association d'Aïs, là, c'est le premier là, que j'ai amené. Et vraiment, c'est quelqu'un qui... C'est là où ça a débuté et que j'ai commencé à distribuer après le flyer du DAIS à plein d'autres personnes en situation de handicap qui en avaient besoin, tout, de s'épanouir, tout ça. Et après, là, c'est ce qui m'a mis dans le service civique, à faire connaissance auprès de plein de monde, de prendre connaissance, voir leurs besoins, tout, d'être à leur écoute, voilà. Et après, selon leurs besoins, durant mon service civique, j'ai aussi, je les ai accompagnés dans le transport, sur certains événements, de leur partager de tout ce que je suis bon, tout ce que je fais en athlétisme, physiquement, dans le sport, de mes capacités physiques, tout, à bouger avec eux, à m'amuser, comme on dit, à bouger, ça fait que du bien, plaisir, ça. Et après, on a, pour développer le DAIS, tout ça, eh bien, on a fait des réunions pour organiser des journées de répit, respire sport, pour laisser souffler les parents et que les personnes en situation de handicap sortent un peu, s'épanouissent. Et pour ça, on a réfléchi à comment s'organiser, à toute l'organisation des journées, de comment tout le monde voulait, que comme on dit, seul on va vite, tous ensemble on va plus loin, tous ensemble on va plus loin, c'est en s'écoutant les uns les autres. Et après, c'est comme ça qu'on continue toujours à partager de ces événements, des fois le dimanche. Et tout ça, c'est ce qui m'a permis vraiment de créer du lien avec plein d'autres personnes en situation de handicap, plein de personnes, plein de monde, de vraiment être encore plus sociable et d'apprendre à être plus à leur écoute, de même m'exprimer de manière
d'apprendre à m'exprimer sous forme de partage de mes expériences, d'être vraiment de partage mes expériences et pas m'exprimer sous forme de reproche que j'avais tendance avant à toujours m'exprimer un peu comme reproche que beaucoup prenaient mal de mon autisme que j'ai que ça m'a apporté vraiment aussi voilà l'écoute d'être d'être plus patient, m'adapter au caractère des gens, être vraiment vraiment voilà comprendre ce qu'ils ont comme souci et aussi rien que de voir tout ce que après je vois dans l'isolement maintenant tout ce que tout le monde qui est isolé qui est des fois on va pas bien pour moi c'est qu'une envie ça me donne une émotion et qu'une envie de chercher pour qu'ils soient plus accompagnés qui comme moi qui suis accompagné d'un SAVS service d'accompagnement à la vie sociale qui m'aide vraiment pour évoluer dans ma vie tout et même au niveau professionnel notre accompagnement que j'ai job coach emploi accompagné et tout ça maintenant c'est vraiment qu'une envie de le partager à plein de monde de sortir avec eux et de voilà, ça et tout ça vraiment de dire que c'est aussi grâce à mon parcours d'athlétisme depuis l'âge de 12 ans, depuis 13 presque 14 ans que j'en fais de l'athlétisme que j'ai connu je me suis approché après du CDSA, comité sport adapté et tout qui est vraiment une équipe au fur et à mesure vers qui je me suis beaucoup rapproché et qui depuis m'a vraiment fait évoluer avec niveau social et physique sportif et comme dire à tout le monde à toute personne en situation de handicap on est tous différents dans la vie il faut pas se dire qu'on est vraiment pas bien qu'on est vraiment dans le négatif tout le monde peut aller vers l'avant dans la vie tout le monde et que voilà que tout le monde a un handicap et moi je dis vraiment c'est quelque chose que je fais vraiment comprendre à ces personnes que question de termes je dis que vraiment des fois il faudrait faire comprendre que des personnes dites valides des personnes en situation de handicap pour moi c'est pas trop les termes à employer voilà je le dis vraiment mais voilà sinon tout le monde voilà, mais merci quand même. Et je sais que dans l'avion, j'espère que beaucoup de monde auront plus d'accompagnement et développer aussi les réseaux sociaux pour que un peu plus tout le monde soit informé dans les événements. Voilà. Mais merci encore, merci. Merci Kevin pour votre témoignage très inspirant. J'imagine que s'il y a des départements, des représentants d'autres CDCA qui nous suivent, ils vous ont écouté en espérant peut-être que des actions comme la vôtre puissent se développer sur leur territoire. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. On va poursuivre l'illustration des propositions qui sont issues des ateliers citoyens. Avec vous, Estelle Oudou. Alors vous êtes la représentante du CDMCA Nantes-Loire-Atlantique et vous nous présentez, je crois, 2 retours d'expérience sur des actions qui illustrent des propositions qui ont émergé des ateliers citoyens. Tout à fait. Moi, je vais vous parler de l'association Handiarmix. L'association Handiarmix, c'est une association qui permet à de jeunes adultes en situation de handicap moteur lourd de pratiquer des activités artistiques adaptées. La devise de notre association, c'est la création pour rompre l'isolement. Alors là, on y est vraiment au plus près du sujet. Et pour que vous compreniez mieux la finalité de cette association, je vais prendre l'exemple d'un jeune membre de notre association que l'on nommera Yvan. Yvan, c'est un jeune qui vit en fauteuil roulant électrique. Il a 28 ans. Il n'a pas accès au travail de par la lourdeur de son handicap. Il vit au domicile de ses parents 24 heures sur 24. Il a peu de propositions associatives pour pouvoir pratiquer des activités culturelles, artistiques ou sportives adaptées à ce handicap très spécifique. Et donc, au quotidien, il s'ennuie et sa situation de solitude et d'isolement est une souffrance. Ça n'a pas toujours été le cas pour Yvan, parce qu'avant ses 20 ans, il était accueilli
dans un institut d'éducation motrice, un établissement où il y avait une énorme richesse de propositions, tant sur le plan de l'éducation, de l'enseignement spécialisé, d'activités paramédicales, de prise en charge paramédicale, et puis d'activités sportives, artistiques, culturelles. Il y avait énormément d'échanges avec les copains, avec les professionnels. Il avait une vie beaucoup plus riche et épanouissante. Malheureusement, le temps des établissements a une fin, et c'est un sujet assez dramatique que la rupture de parcours, quand c'est jeune, à 20 ans, on leur dit c'est fini. Rentre chez toi. Rentre chez toi, mais chez toi, il n'y a plus grand-chose. Il y a papa et maman qui doivent reprendre du service 24 heures sur 24. C'est la réalité, hein. Alors que pendant de nombreuses années, presque 10 ans, ils avaient été heureux que leur fils aussi vive une vie aussi épanouissante, et puis ils pouvaient, eux, avoir des temps de répit. Et donc, c'est pour répondre à cette problématique de l'isolement que nous avons créé l'association Handiarmix. L'association, elle s'est créée pas à mon initiative ou à celle de mon amie qui est cofondatrice, mais à l'initiative des jeunes. Ce sont les jeunes qui sont venus nous dire « Estelle, Françoise, nous, on s'ennuie, on en a marre d'être à la maison, il n'y a pas suffisamment de choses, aidez-nous à ce qu'on puisse avoir des activités qui, au quotidien, on puisse se retrouver et on puisse faire des choses. » Ils avaient envie de faire de la musique. Donc, un groupe de 6 jeunes a constitué un atelier de rock. Ils constituent un groupe de rock qui tourne depuis 3 ans. Et puis, fort du succès de ce premier atelier, avec eux, on a proposé un second atelier, un atelier de peinture, un atelier, et un troisième atelier, un atelier de photographie. Ces 3 ateliers, et on y tient, sont encadrés par des professionnels, des artistes professionnels qui ont une expertise du handicap, qui sont capables d'adapter les techniques, le matériel, la pratique à ce handicap si singulier. Parce que, effectivement, tout handicap demande des adaptations spécifiques. On ne fait pas la même chose avec des jeunes en situation de handicap moteur lourd qu'avec des jeunes atteints d'autisme ou de déficience intellectuelle. Et donc, ces ateliers hebdomadaires, pour une durée de 2 heures, ils se passent dans des lieux associatifs ordinaires. Alors, il faut quand même qu'ils soient accessibles aux fauteuils. Et cela permet que ces jeunes adultes expriment leurs compétences, leur créativité, et qu'ils aient accès à une identité. Ils deviennent des musiciens, des peintres, des photographes à travers ces propositions. Et puis, c'est avant tout un lieu de retrouvailles, d'échanges et de franche rigolade. Et je vais même vous lire le petit texto qu'ils ont reçu ce matin de l'intervenant en musique, puisque c'était la reprise de l'activité musique cet après-midi, donc nos rockers. Donc Jérôme, l'animateur musical, leur envoie « Cher tout le monde, on va faire du rock'n'roll à 14h02 aujourd'hui, c'était tout à l'heure. Je vous attends avec impatience, j'amènerai mes cartes Pokémon et mes caplas. » Il y a toujours énormément d'humour et de blagues dans ces pratiques. La finalité de ces ateliers, ce n'est pas simplement la pratique. Les jeunes, eux, ils souhaitaient aller plus loin. Ils voulaient bien un atelier hebdomadaire, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est être sur scène, faire des expos, rencontrer tout un chacun. Et donc, effectivement, ils ont créé des objets artistiques qui ont été présentés au grand public. Il y a eu concerts, expositions dans des lieux associatifs ordinaires.
pendant le temps de la crise sanitaire, il y a eu une initiative très particulière, c'est-à-dire que là, on ne pouvait plus se voir pour de vrai. Donc, il était absolument essentiel pour ces jeunes de conserver des temps de rencontre. Donc, on a converti 2 ateliers en visioconférence. C'était plus tout à fait la même chose, mais peu importe. On se retrouvait, on a continué de créer. Donc, effectivement, l'utilisation du numérique, là, elle permet réellement de sortir de l'isolement. Enfin, c'est un outil indispensable parce que pour certains de nos jeunes, c'est le seul lien avec l'extérieur. Il y a même un jeune, pendant le temps du confinement, qui a été hospitalisé et qui, de l'hôpital, continuait à participer à l'atelier photo en photographiant de la fenêtre d'hôpital, en participant, en envoyant ses photos sur le groupe WhatsApp sur lequel ils mutualisent toute leur création. Ça, Handiarmix, qui propose effectivement la pratique d'activités artistiques adaptées pour des jeunes en situation de handicap moteur lourd, c'est une proposition parmi des propositions culturelles ou sportives, parmi d'autres propositions. Mais je tiens à dire quelque chose d'essentiel. Rien n'est possible s'il n'y a pas d'aide humaine. Yvan, tout à l'heure, pour aller à l'atelier musique, il a fallu que ce matin, on l'aide à se lever, on l'aide à faire sa toilette, on l'aide à déjeuner, on l'aide à préparer sa guitare électrique qui pose à plat sur la tablette de son fauteuil et il gratte avec une carte de crédit. Sans aide humaine, rien n'est possible. Il a fallu qu'un auxiliaire de vie l'accompagne dans un transport en commun, puis à l'activité, parce que lorsqu'il y est, ce n'est pas l'animateur musical qui va pouvoir l'emmener aux toilettes quand il aura besoin d'aller aux toilettes, lui donner à boire s'il a soif, lui remettre son manteau quand ce sera nécessaire. Et donc, ce que disait Franck Guichet tout à l'heure, il disait la première des choses, c'est de soutenir effectivement, grâce au travail des services d'aide à domicile, grâce à la présence d'auxiliaires de vie. Il faut que ces auxiliaires de vie, ils aient une formation spécifique au handicap. On n'intervient pas auprès d'un public en situation de handicap comme auprès d'autres publics. Et pour terminer, pour conclure, moi je voudrais dire que toute initiative qui peut servir à rompre l'isolement des personnes en situation de handicap est dépendante de cette aide humaine. L'isolement ne sera rompu que parce qu'une personne aide une autre personne. Et que l'on parle d'habitat inclusif, que l'on parle d'aide aux aidants, que l'on parle de l'utilisation du numérique, rien ne sera accessible aux personnes en situation de handicap si à côté d'elles, il n'y a pas une tierce personne qui peut compenser le handicap et qui peut aider ces personnes. Donc pour moi, l'objectif prioritaire de ces ateliers citoyens qui ont été extrêmement concrets, et je remercie vraiment le CNCPH de nous avoir permis de participer parce qu'on est au plus proche de la réalité du terrain, on est au plus proche de la vie des vraies personnes dans le concret et on a vu qu'on avait proposé des solutions extrêmement opérationnelles, mais parce qu'on peut construire ensemble sur la réalité de la vie et sur cette aide humaine, je l'appelle de mes voeux à ce qu'elle soit soutenue et qu'elle puisse effectivement se mettre en œuvre dans les faits. Merci Estelle Audou pour ce témoignage très fort et puis ces messages essentiels que vous nous rappelez à raison. On va poursuivre la table ronde avec un autre témoignage, celui de Cécile Michel, la vice-présidente du CDCA de Moselle. Et alors, Estelle Audou, vous parliez que les propositions qui avaient émergé lors des ateliers citoyens, pour un certain nombre d'entre elles, étaient déjà mises en œuvre. Ben, je crois qu'en Moselle, c'est le cas. Un certain nombre de propositions très pragmatiques ou opérationnelles sont déjà mises en place. Alors, Cécile Michel, vous allez peut-être nous en dire un mot. Oui, alors bonjour à tous et puis merci pour cette invitation et pour l'invitation aux ateliers citoyens.
La Moselle a été particulièrement touchée par la pandémie de Covid et a souvent remis en cause donc les avancées en matière d'inclusion, de citoyenneté et de participation des personnes handicapées ou des personnes âgées ou de leurs aidants. La spécificité de ces personnes, on l'a vu, n'a pas du tout été prise en compte dans les protocoles de gestion de la crise et de la vaccination. Donc, j'ai choisi de m'exprimer sur la paire aidance et sur le numérique. Alors, pour la paire aidance, jusqu'à présent, nous avons surtout parlé de la paire aidance entre personnes en situation de handicap. Plusieurs groupes d'entraide mutuelle existent en Moselle qui sont animés par et pour des personnes en situation de handicap, pour des personnes autistes, cérébro-lésées ou avec un handicap psychique. Ils ont pour but de rompre l'isolement, de tisser des liens entre les personnes handicapées et de favoriser l'entraide. Ce sont des lieux d'accueil, d'échange, d'activités culturelles et de loisirs, identiques un peu à ce qu'a exprimé Kevin Lapère ou Michel Giraudot. Mais la pandémie a aussi mis en lumière les difficultés des proches aidants qui ont été souvent isolés tant en zone rurale qu'en ville. Donc, la charge lourde qui pèse déjà sur eux normalement a augmenté de manière absolument exponentielle. Franck Guichet en a parlé, notamment avec la pénurie de personnes de l'aide et de personnel de l'aide et du soin, l'absence de continuité, l'arrêt des prises en charge, les difficultés spécifiques à certains types de handicap, l'arrêt de la scolarité, les difficultés dans les démarches administratives, la fermeture des transports, des banques, des magasins, etc., etc. En Moselle, depuis de nombreuses années déjà, la plupart des associations qui sont réunies au sein du collectif Handicap 57 travaillent ensemble et réalisent un important travail de soutien et d'accompagnement, tant des personnes handicapées que des aidants, par de l'accueil de proximité, des appels téléphoniques, de l'écoute, des groupes de parole, de l'aide à l'élaboration des projets de vie, à la rédaction de dossiers, etc., etc. Donne de l'information, organise des formations, recherche des solutions de répit, des relais à domicile, encore hélas peu accessibles du fait de leur coût et de leur nombre insuffisant, propose de l'aide psychologique. Mais la crise sanitaire a mis en évidence la nécessité d'agir de manière beaucoup plus structurée et le besoin d'un lieu vraiment spécifique, bien visible pour aider les aidants. Donc, avec l'aide de l'ARS, du département, de la conférence des financeurs, d'une association qui a mis à disposition gratuite un lieu d'accueil, de sponsors publics, privés, une maison des aidants a été créée. Elle s'inscrit donc dans une démarche innovante qui est la paire aidance et elle permet donc d'offrir à des aidants d'offrir à des aidants un accompagnement par d'autres aidants. Et cela tout au long de leur parcours de vie, de leur parcours d'aidant. Donc ce lieu est surtout un lieu de ressources dédié, un espace d'accueil et de formation, un lieu de parole, un lieu de répit. Et donc, actuellement, il va être ouvert. Le champ d'intervention reste celui du renforcement de la capacité de prise de décision et d'action des personnes concernées, qu'elles soient personnes en situation de handicap ou aidants, qui doivent impérativement conserver la maîtrise de leur vie et donc pouvoir acquérir un plus grand contrôle sur les décisions et les actions qui les concernent. Donc, nous allons travailler sur l'accès aux droits, la citoyenneté, dont on parle beaucoup, mais qui est quand même pas mal ignoré, sur l'accès à la santé et au bien-être, sur l'accès aux loisirs, à la culture, au sport, on en a parlé là, enfin vous en avez parlé, sur l'accès à une vie professionnelle et familiale le plus normal possible. Nous y avons ajouté un axe réflexion-innovation,
D'abord parce que pour nous, la première aide est de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap, malades ou âgées, et aux besoins de leurs aidants. La personne malade, la personne handicapée, la personne âgée, l'aidant doit pouvoir trouver à proximité toute l'aide professionnelle qualifiée nécessaire. Ensuite, la complémentarité entre aidant professionnel et proche aidant est difficile à mettre en œuvre, tant l'éloignement entre aidant et professionnel semble important. Les compétences des aidants, la parole des aidants, des personnes handicapées, des malades, des personnes âgées, étant de manière générale peu reconnues, la confiance dans les aidants professionnels pas toujours au rendez-vous. Enfin, le travail en réseau entre tous les partenaires du territoire est nécessaire pour avancer. Et donc, après ces ateliers citoyens, le département vient de mettre en place une coordination d'aide aux aidants à l'échelle départementale et a créé un groupe de travail auquel nous participons. La crise a aussi mis particulièrement en exergue la fracture numérique. La Maison des aidants va donc aussi s'atteler à la réduction de la fracture numérique en organisant formation à l'utilisation des outils numériques, mise à disposition de matériel et accompagnement humain. Ça a été évoqué, je crois, par Franck Guichet. On a pensé à un poste de médiateur dans ce domaine-là. Mais il existe aussi des outils numériques collaboratifs qui permettent d'éviter l'isolement et notamment qui ont permis de maintenir le lien lors des confinements. Et je vais vous citer un outil numérique collaboratif facilitant l'accès à l'emploi des travailleurs en situation de handicap en Moselle via une solution qui s'appelle JobH, qui est utilisée et développée par le Cap Emploi 57. Plus de 1500 utilisateurs en situation de handicap et des centaines d'offres d'emploi à tout moment. Cela a permis de maintenir le lien pendant les confinements et même de tenir un forum numérique suivi par plus d'un millier de personnes lors de la Semaine européenne de l'emploi, pour l'emploi des personnes handicapées en 2020. Donc c'est une solution tout à fait concrète qui permet, qui comprend une plateforme pour les employeurs facilitant la saisie d'une offre d'emploi, son suivi et la gestion des candidats. Un intranet qui permet aux chargés de mission de passer beaucoup plus de temps avec les bénéficiaires. Une application mobile facile d'utilisation pour smartphone, d'où les bénéficiaires peuvent avoir accès aux offres d'emploi, à un moteur de recherche pertinent, suivre les annonces, pouvoir gérer leur CV, candidater rapidement, suivre leurs entretiens, demander un rendez-vous. Donc, il y a là effectivement dématérialisation des démarches administratives, mais il y a aussi, et c'est important à signaler, une alternative contact direct avec un chargé de mission qui est toujours proposé. Je conclurai donc en citant le secrétaire général de l'ONU qui a estimé à l'occasion de la Journée internationale de la démocratie, il y a très peu de temps, là, quelques jours, qu'il fallait tirer les enseignements de ces 18 derniers mois pour faire en sorte qu'à l'avenir, en période de crise, la démocratie soit plus forte. Le CNCPH a pour mission d'assurer la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques qui les concernent. Le CDCA a la même mission au niveau départemental. Par contre, le travail collaboratif, les instances de démocratie participative ne sont pas suffisamment ancrées dans la culture de la plupart des élus départementaux ou même nationaux, des services de l'État, ni sans doute de nous-mêmes, représentants de personnes handicapées, personnes âgées, d'aidants professionnels ou familiaux, de représentants d'associations. Voilà. Un lien donc pour nous, suite donc à ces ateliers,
Ce qu'on souhaiterait surtout, c'est qu'un lien soit tissé entre les CDCA et le CNCPH, car cette participation est un enjeu majeur pour la démocratie. Il conviendrait donc sans doute également, suite à tout ce qui s'est passé là, d'élargir vraiment la réflexion commune autour des leçons à tirer de la crise sanitaire, c'est-à-dire l'accompagnement, la désaffection des professionnels de santé, de l'aide et du soin, médicaux, services à domicile, etc. La qualité des soins, sans oublier le point de vue du patient. La coopération transfrontalière vraiment en adéquation avec les situations d'urgence. Et nous, départements transfrontaliers, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important. Sans oublier une vraie réflexion éthique, protéger la santé de tout le monde, sans oublier de respecter les droits de chacun. Sortir d'une approche centrée sur la dimension budgétaire et comptable et recentrer les actions sur les notions de parcours de soins et d'accès aux soins de qualité pour tous et sur tous les territoires. Enfin, respecter la démocratie participative. Merci beaucoup, Cécile Michel. On doit s'arrêter là parce qu'on a des contraintes horaires, mais merci beaucoup pour votre témoignage qui valorise bien tout le foisonnement d'initiatives auxquelles on assiste sur les territoires. Alors, on va conclure cette table ronde en donnant la parole, un mot pour conclure, au président de la commission, Mathieu Châtelain. Alors, juste vous remercier toutes et tous pour vos interventions, y compris ceux qui nous ont accompagnés donc, sous la houlette de Céline Poulet et du SGCIH, notamment on pense à Juliette, et Sophie et Miroslava. Et puis juste vous dire que la société s'enrichit grâce à nous tous et tout ce qu'on peut faire ensemble. Donc c'est à nous d'ouvrir ensemble le champ des possibles et des potentiels pour demain. Et je passe la parole à Anne-Claude pour vous donner la suite du programme de nos super universités d'été. À très bientôt. Merci beaucoup Mathieu, merci à toutes et à tous pour cette table ronde. On vous donne rendez-vous tout de suite pour la séquence suivante, donc un café littéraire autour de Jean-François Raveau et de son ouvrage « Introduction à la sociologie du handicap ».